Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Dernière parution. Acteur de la science. Fondé par Richard Moreau, professeur honoraire à l'Université de Paris 12. Dirigé par Claude Brzezinski, professeur émérite à l'Université de Lille. La collection Acteurs de la science est consacrée à des études sur les acteurs de l'épopée scientifique moderne, à des inédits et à des réimpressions de mémoires scientifiques anciens, à des textes consacrés en leur temps à de grands savants par leurs pairs, à des évaluations sur les découvertes les plus marquantes et la pratique de la science. Dernière parution. François Tron, Maladies auto-immunes. Quand notre système de défense nous trahit, 2015. Roger Tessou, Orfila. Le doyen magnifique et les grands procès criminels au XIXe siècle. El Decano Magnifico, 2015. Gilles Gros, Histoire et épistémologie de l'anatomie et de la physiologie en art dentaire, de l'Antiquité à la fin du XXe siècle, 2015. Simon Berhenholc, L'homme social, à son corps dépendant. Analogie comportementale entre les cellules biologiques et les sociétés humaines, 2015. Robert Loqueneux, Baromètre, machine pneumatique et thermomètre, chez et autour de Pascal d'Amonton et de Réaumur, 2015. Pierre de Felice, 1000 ans d'astronomie et de géophysique. D'Aristote au Haut Moyen-Âge, 2014. Charles Blondel, La psychanalyse, 2014. Philippe Lerminier, La valeur de l'espèce. La biodiversité en question, 2014. Roger Tessou, Freud, Le médecin imaginaire. D'un malade imaginé, 2014. Robert Loqueneux, Sur la nature du feu au siècle classique. Réflexions des physiciens et des chimistes, 2014. Roger Tessou, Une histoire de la circulation du sang. Harvey Riolan et les autres, des hommes de cœur presque tous, 2014. Karl Landsteiner. L'homme des groupes sanguins, édition revue et augmentée, 2013. Jean-Pierre Aymar, Karl Landsteiner. L'homme des groupes sanguins, édition revue et augmentée, 2013. Dédicace. À ma fratrie et notamment à mon frère Jean-Michel à qui, tout bien réfléchi, je dois beaucoup. Introduction. En 1964, il y a 50 ans, 2 médecins nord-américains organisaient à New York une conférence internationale sous l'égide de l'Académie des sciences de New York, rassemblant des médecins de tous horizons dont les travaux venaient plaider en faveur de l'intervention d'un nouveau mécanisme biologique dans la survenue de maladies dont la nature était jusqu'alors restée mystérieuse. Cette conférence avait pour intitulé « Auto-immunité, aspects cliniques et expérimentaux ». L'ensemble des observations présentées au cours de ce congrès suggérait l'existence de maladies dont les manifestations et les lésions étaient induites par le système de défense de l'organisme, le système immunitaire, dont les armes destinées à protéger l'individu des agressions du monde extérieur, virus, parasites, bactéries, se retournaient contre lui. Cette date, 1964, est importante dans l'histoire de la médecine et de l'immunologie. D'un côté, elle clôt une période d'environ 70 ans au cours desquelles la pensée médicale a été réfractaire à l'idée d'une trahison du système immunitaire, dont la finalité n'était alors conçue que comme bénéfique pour l'individu et l'espèce. De l'autre, elle ouvre une ère nouvelle qui a permis d'établir fermement le concept d'auto-immunité, de dresser le catalogue des maladies auto-immunes, d'en mesurer l'impact sur la santé publique notamment dans les pays industrialisés et de mobiliser la communauté médicale et scientifique pour identifier les mécanismes qui concourent à leur survenue et mettre en place les thérapeutiques les mieux adaptées. Il est donc révolu le temps où jeune chercheur post-doctoral en Californie, à la fin des années 1970, participant à un colloque, j'écoutais, surpris, un médecin senior de l'Université de Los Angeles ouvrir sa communication scientifique dédiée à une maladie suspectée par certains d'être auto-immune par l'anecdote suivante. Hier j'ai vu un homme ivre et titubant franchir le rail donnant accès à l'autoroute à 1 heure de trafic intense, traverser 4 voies dans un sens puis 4 voies dans l'autre et parvenir sain et sauf de l'autre côté, et de conclure « It was only ever so that was really auto-immune ». Aujourd'hui, nous savons que près de 25 millions de Nord-Américains sont porteurs d'une maladie auto-immune, et que près de 80 maladies ont été démontrées relever d'un mécanisme d'auto-immunité.
Leur impact sur la santé publique, c'est-à-dire sur la santé collective, sera immédiatement perceptible si l'on considère que rassemblées, les maladies auto-immunes constituent la troisième cause de morbidité derrière les maladies cardiovasculaires et cancéreuses dans les pays industrialisés. Cette fréquence des maladies auto-immunes constituera sans doute pour le lecteur une première surprise. Il en est d'autres que suscitent leurs étranges caractéristiques, comme par exemple la constatation que le processus d'auto-immunisation, c'est-à-dire la capacité du système immunitaire de tourner ses armes contre l'organisme, n'est pas restreint à un ou quelques organes mais peut intéresser quasiment tous les organes. Ainsi, ce sont les cellules du pancréas responsables de la sécrétion d'insuline, l'hormone de contrôle du cycle du sucre et de son taux dans l'organisme, qui sont détruites par les cellules du système immunitaire chez ce jeune garçon qui développe un diabète réclamant l'administration d'insuline pendant sa vie entière, diabète insulinodépendant ou diabète de type I. Chez cette jeune femme porteuse d'un emballement des fonctions de la glande thyroïde appelée hyperthyroïdie, ce sont les cellules de la glande thyroïde qui en sont la cible. Chez cet homme en insuffisance rénale, ce sont les reins qui ont été altérés par les armes du système immunitaire. Chez d'autres malades, c'est vers le cerveau, les nerfs périphériques, le poumon, le cœur, la peau, le foie, l'estomac, l'intestin, les cellules du sang ou encore l'œil que se tournent les cellules du système immunitaire et leurs puissants moyens de destruction. Peu d'organes sont donc à l'abri d'une attaque du système immunitaire, qui peut devenir l'agresseur de l'organisme qu'il servait. Toutes les spécialités médicales sont concernées par les maladies auto-immunes dont le spectre est ainsi d'une très grande diversité. La fréquence de chacune des maladies auto-immunes est cependant inégale. Certaines sont largement répandues. C'est le cas du diabète de type I que nous venons d'évoquer, de la polyarthrite rhumatoïde, rhumatisme inflammatoire, et de l'inflammation de la glande thyroïde appelée thyroïdite qui touche respectivement 0,8% et 5% de la population féminine. D'autres à l'inverse sont rares, véritables maladies orphelines. C'est le cas des pemphigus, maladies auto-immunes de la peau, du syndrome de Goodpasture qui comporte une atteinte des reins et des poumons pour ne citer que quelques exemples. À cette fréquence inégale des maladies auto-immunes, s'ajoute une inégalité de fréquence d'une maladie auto-immune, donnée selon la région du monde considérée. Cet épidémiologiste de la santé, curieux en effet de connaître la répartition de la fréquence des maladies auto-immunes en Europe, constate que le lupus érythémateux systémique, une maladie auto-immune inflammatoire pouvant toucher de nombreux organes, est plus fréquent dans les pays du Sud notamment l'Italie et l'Espagne et qu'à l'inverse, dans les pays scandinaves, le diabète de type I et la sclérose en plaques, maladies auto-immunes touchant respectivement le pancréas et le cerveau, y sont plus répandues. Avec surprise, il observe qu'en Sardaigne le taux de survenue du diabète est supérieur à celui des pays scandinaves et est un des plus élevés au monde. Rapportant son observation à un collègue nord-américain lors d'un colloque international, celui-ci lui fait part d'une fréquence et d'une sévérité du lupus érythémateux systémique, maladie au cours de laquelle de multiples organes peuvent subir une attaque auto-immune, chez les Afro-Américains et les Asiatiques vivant aux USA plus grande que chez les Américains de descendance européenne. Si ces épidémiologistes poursuivent leur enquête pour analyser la distribution de la fréquence des principales maladies auto-immunes dans les différentes régions du monde, d'étranges cartographies peuvent être dressées dont l'analyse que nous en ferons plus loin suscite de nombreuses interrogations. Ainsi, la difficile émergence du concept de maladies auto-immunes et la variabilité de leur fréquence dans les différentes régions du monde m'ont invité à consacrer 2 chapitres de cet ouvrage à l'histoire et à la géographie des maladies auto-immunes. Le premier comptera le long combat mené par quelques médecins pendant la première moitié du XXe siècle, pour forger le concept neuf d'auto-immunité dans un environnement médical et scientifique qui y était réfractaire. Il s'agit d'une illustration parfaite du cheminement de la science tel que l'a décrit le philosophe et historien des sciences, Thomas Kuhn, où la théorie dominante et majoritaire, le paradigme, en l'occurrence l'impossibilité de l'auto-immunisation, est progressivement mise à mal par des observations et expériences éparses puis finalement remplacée par le paradigme de l'auto-immunité. Un second chapitre analysera les cartes de fréquence des maladies auto-immunes,
formulera les interrogations que les résultats de cette analyse soulèvent et en déduira les premiers enseignements que la géographie délivre sur le rôle des facteurs présents dans l'environnement, l'acquis, et des facteurs génétiques, l'inné, dans la survenue de ces maladies. La diversité, la fréquence et l'inégalité de distribution géographique des maladies auto-immunes ne sont pas leurs seules caractéristiques. Il en est d'autres que révèlent la pratique médicale et l'observation attentive de ceux qui en sont porteurs. Ainsi, chez cette jeune femme atteinte d'un lupus érythémateux systémique, l'évolution de la maladie s'est compliquée de l'apparition d'une faiblesse musculaire ayant fait porter le diagnostic de myasthénie, autre maladie auto-immune touchant le muscle. Ailleurs, c'est à la fois un diabète de type I, une maladie intestinale inflammatoire appelée maladie cœliaque et une hypothyroïdie que présente un même malade. Plusieurs maladies auto-immunes peuvent donc parfois s'observer chez un même individu, ce qui témoigne d'une forte prédisposition individuelle à l'auto-immunité et pose la question des mécanismes en cause. L'interrogatoire d'une autre malade porteuse elle aussi d'un lupus systémique apprend que sa sœur, sa cousine germaine et sa tante maternelle en sont également atteintes, ce qui conduit le médecin à évoquer un facteur partagé de prédisposition notamment génétique. Ce médecin remarquera de plus que les malades atteints de lupus sont principalement des femmes comme le sont d'ailleurs les malades porteurs de maladies auto-immunes touchant la thyroïde ou le cerveau comme la sclérose en plaques. Quelle est la cause de cette forte prédominance féminine de ces maladies ? Ce médecin brésilien travaillant dans la forêt amazonienne observe que les Indiens vivant dans les réserves subtropicales de Limão Verde dans l'état du Mato Grosso do Sul sont atteints avec une grande fréquence d'une maladie cutanée qu'ils appellent fogo selvagem, le feu de la forêt. Cette maladie, dont une variété sporadique a été décrite en Europe dans les années 1880 sous le terme de pemphigus, terme issu du grec signifiant bulle, sévit donc de façon endémique dans certaines régions du monde. Les malades atteints développent en effet sur la peau des cloques appelées bulles, dont la formation est liée à une attaque auto-immune des structures responsables de l'attachement entre elles des cellules de la couche la plus superficielle de la peau, l'épiderme. Dans la réserve de Limão Verde, la fréquence de la maladie est particulièrement élevée chez les individus vivant au voisinage de la rivière et décroît au fur et à mesure que l'on s'en éloigne. L'écosystème de la maladie est curieusement superposable à celui d'une mouche noire appelée localement borrachudo, qui pourrait être le vecteur d'un agent infectieux notamment parasitaire à l'origine de l'initiation du processus auto-immun. Cette observation suggère que l'interaction du système immunitaire avec certains agents de l'environnement peut être un facteur déclenchant des maladies auto-immunes et introduit ainsi, à côté de la susceptibilité génétique, un nouveau paramètre à prendre en considération pour tenter d'en comprendre leur origine et leur déclenchement. Ces quelques exemples illustrent les situations auxquelles sont confrontés les médecins prenant en charge les sujets atteints de maladies auto-immunes, et posent aux chercheurs les questions essentielles pour tenter d'en déterminer l'énigmatique origine et de comprendre la genèse de leur survenue. Ils indiquent déjà quelques pistes, celles du rôle de déterminants génétiques, de facteurs environnementaux et de facteurs endocriniens. Le fait de considérer une maladie comme auto-immune en effet, en désigne sa nature mais pas sa cause. Rien dans cette terminologie ne renseigne sur les événements qui ont conduit à cet étrange comportement du système immunitaire. Or, nous verrons que tous les efforts consacrés à la recherche d'une cause directe notamment infectieuse ou d'un déterminant unique à l'origine des maladies auto-immunes sont restés vains. Il est ainsi progressivement apparu que rien, en dehors de la conjonction de facteurs de susceptibilité génétique, environnementaux ou hormonaux, ne pouvait être tenu pour responsable de ces maladies. Il a bien fallu admettre, à quelques exceptions près, que les maladies auto-immunes trouvent leur origine non pas dans une seule cause mais dans des causes multiples. Elles apparaissent ainsi comme le prototype des maladies auxquelles nous autres, humains du XXIe siècle, sommes principalement exposés, celles liées à l'addition et l'interaction réciproque de multiples facteurs et que l'on désigne sous le terme de maladies multifactorielles. Nous consacrerons donc 3 chapitres aux facteurs qui contribuent à forger la susceptibilité aux maladies auto-immunes et à les déclencher, ainsi qu'aux outils dont le médecin et le chercheur disposent pour les identifier, qui font appel à l'observation clinique et biologique du malade, aux études épidémiologiques,
aux puissantes techniques de l'analyse génétique et aux indispensables modèles animaux. L'objectif majeur de la recherche consacrée aux maladies auto-immunes est de comprendre par quels mécanismes biologiques les facteurs de susceptibilité aux maladies auto-immunes que nous venons d'évoquer incitent le système immunitaire à tourner ses armes contre les molécules, les cellules et les tissus de l'organisme qu'il est censé défendre. Nous verrons que tous ces facteurs concentrent leurs effets sur les cellules du système immunitaire, pour modifier et altérer leur fonctionnement et permettre la mise à feu des armes de destruction spécifiquement dirigées contre les organes cibles. Les cellules du système immunitaire, comme toutes les cellules de l'organisme, sont des machines complexes dont les fonctions sont soumises à un programme génétique et aux signaux de leur environnement qu'elles captent grâce à des récepteurs le plus souvent localisés à leur surface. Ces récepteurs, nombreux et divers, transmettent à l'intérieur de la cellule les signaux reçus qui sont relayés jusqu'au noyau grâce à une série d'interactions et de transformations successives de molécules distribuées le long d'une voie dite de signalisation comme le message de la vigie, et répétées par étapes successives du mât du navire jusqu'à la salle des machines. L'étape ultime est l'activation de certains gènes, ce qui déclenche la synthèse et la libération de nouvelles molécules et l'acquisition de nouvelles fonctions par la cellule. Les molécules ainsi libérées peuvent délivrer des messages à d'autres cellules du système, qui à leur tour acquièrent de nouvelles fonctions et communiquent avec d'autres catégories cellulaires. L'étape ultime est la mise en jeu des armes de défense qui, venant au contact de l'agresseur, virus, bactérie ou parasite, le détruisent et l'éliminent. Le système immunitaire est ainsi fait de plusieurs catégories cellulaires tissant un vaste réseau de communication et établissant entre elles des hiérarchies complexes. Les unes sont des cellules initiatrices de la réponse du système immunitaire, d'autres sont des cellules effectrices produisant l'arsenal de destruction, d'autres enfin sont régulatrices contrôlant la mise en jeu des catégories cellulaires précédentes. Au cours des maladies auto-immunes, ce sont des anomalies de ce réseau de communication cellulaire qui permettent la prolifération et la mise à feu des armes de destruction dirigées contre l'organisme. Toute la recherche dédiée à l'auto-immunité et aux facteurs contribuant à la survenue des maladies auto-immunes, a pour objectif de déterminer les catégories cellulaires du système immunitaire qui sont impliquées dans la chaîne d'événements aboutissant à la mobilisation des puissants effecteurs du système immunitaire. Pour chaque maladie auto-immune et pour chaque catégorie cellulaire participant à la perturbation du système, il importe alors de rechercher quelle voie de signalisation porte la responsabilité de cette anomalie de fonctionnement, et au sein de cette voie quelles molécules. Signaux, récepteurs, cellules, voies de signalisation définissent ainsi de grandes voies biologiques dont la responsabilité dans le processus d'auto-immunisation peut être clairement démontrée, et qui peuvent devenir alors la cible privilégiée d'agents thérapeutiques adaptés visant à réparer le dysfonctionnement et à contrôler la maladie auto-immune. On conçoit donc que la description des mécanismes immunologiques qui sont à l'origine de ces maladies ne puisse s'aborder sans que les grands principes de fonctionnement et d'organisation du système immunitaire soient décrits. Les 2 premiers chapitres de cet ouvrage seront donc consacrés à la présentation du système immunitaire et de ses composants moléculaires et cellulaires. Ils soulignent la complexité de ce système biologique, soumis tout au long de l'évolution à la pression constante du monde extérieur et aux changements. Cette présentation fait appel à un vocabulaire et des concepts souvent d'appréhension difficile, que je me suis efforcé d'expliquer et de simplifier. Les étranges caractéristiques des maladies auto-immunes avaient de quoi susciter l'intérêt et la passion du jeune médecin que j'étais, alors interne puis assistant, dans le service des maladies rénales de l'hôpital Necker à Paris dirigé par le professeur Jean Hamburger. La confrontation aux malades exposés aux complications rénales de maladies comme le lupus érythémateux systémique m'a conduit à m'intéresser plus particulièrement à cette maladie, à chercher à en comprendre les mécanismes intimes et à me spécialiser dans la prise en charge de ces malades. Il faut dire ici que bon nombre de concepts fondamentaux établis à propos des maladies auto-immunes et de l'auto-immunité en général l'ont été à partir des observations cliniques et expérimentales faites au cours de cette maladie. Plus de 30 années ont passé, et le voile se lève progressivement sur les mystères que recèlent les différentes maladies auto-immunes. D'étonnants mécanismes sont mis à jour qu'il m'a paru utile de rapporter,
d'autant que leur identification ouvre la voie à d'importants bouleversements thérapeutiques qui, pour un médecin de ma génération, s'apparentent à une véritable révolution comme le soulignera le dernier chapitre de cet ouvrage. Chapitre 1 La mouche, le poisson sans mâchoire et Homo sapiens. Rien n'a de sens en biologie sinon à la lumière de l'evolution. Theodorius Dobzhansky. Apparu il y a environ 600 millions d'années, les organismes multicellulaires sont confrontés à un environnement hostile peuplé de multiples agresseurs, les bactéries, les virus et les parasites. Ces agresseurs, lorsqu'ils infectent l'organisme d'un individu, y induisent des lésions cellulaires ou tissulaires compromettant son intégrité et si de nombreux individus sont frappés, la survie de l'espèce. Ces agresseurs sont appelés agents pathogènes en raison de leur capacité d'induire des pathologies, répertoriées et classées notamment chez l'homme par la médecine en maladie. Ces agents sont nombreux et d'une très grande diversité. Les bactéries par exemple constituent 90% de la biomasse sur Terre et sont représentées par plus de 7000 espèces. Chaque espèce bactérienne par ses éléments constitutifs, c'est-à-dire son équipement moléculaire, amplifie la diversité de l'environnement des organismes multicellulaires. Ceux-ci, pour faire face aux agressions et assurer leur survie, ont mis en place des mécanismes de défense qui se sont progressivement complexifiés et diversifiés au cours de l'évolution. Ces mécanismes mettent en jeu des cellules et des molécules qui s'organisent en systèmes et protègent l'individu vis-à-vis des agresseurs. Ces systèmes assurent donc l'immunité et sont désignés sous le terme de système immunitaire. Chaque grand embranchement de l'arbre de l'évolution de la vie a adopté des systèmes de défense adaptés à son milieu et son environnement, et au sein de chaque embranchement, les espèces ont diversifié leur système de défense. Toutes les espèces du règne animal, à n'importe quel niveau de l'arbre de l'évolution de la vie, disposent cependant d'un système immunitaire dit inné. Ses principales caractéristiques sont la reconnaissance des agresseurs qui ont pénétré dans l'organisme grâce à des cellules spécialisées, et la mise en place rapide voire immédiate d'une réponse destructrice de ces agresseurs fondée notamment sur leur ingestion, phagocytose, la synthèse et la libération de puissantes substances antimicrobiennes. Ces propriétés de reconnaissance et de défense sont acquises par les cellules en naissant. C'est la raison pour laquelle ce premier système de défense est appelé inné. La biologie comparative nous apprend que les éléments cellulaires et moléculaires de ce système inné de défense sont relativement conservés dans le temps à travers les espèces. Ainsi, les mammifères dont les primates disposent-ils d'un système immunitaire inné composé d'éléments issus des systèmes présents chez les espèces qui les ont précédés appartenant notamment aux invertébrés, et qui pour certaines se sont éteintes au cours de l'évolution. Ce système immunitaire inné peut être considéré comme efficace puisqu'il a permis à de multiples espèces appartenant au monde des invertébrés de survivre jusqu'à nos jours, qu'il s'agisse du ver rond ou plat, de l'anémone de mer, de l'oursin ou encore de la mouche du vinaigre. Ce système de défense est cependant associé chez les vertébrés à un autre système de défense appelé immunité adaptative, apparu pour la première fois et plus tardivement au cours de l'évolution chez les poissons cartilagineux, premiers représentants des vertébrés dont sont issus les mammifères. À l'inverse du système immunitaire inné dont le fonctionnement sera décrit plus loin, les cellules du système immunitaire adaptatif sont capables de reconnaître individuellement chaque élément de l'environnement, c'est-à-dire chaque fragment et sous-fragment des molécules constitutives de tous les agents pathogènes. Cette extraordinaire capacité de reconnaissance n'est pas innée, mais acquise par la cellule au cours de sa jeunesse et de son éducation. Elle est possible grâce à la génération d'une variété théoriquement illimitée de récepteurs, exprimés à la surface des cellules de ce système. Le contact de ces récepteurs avec l'élément reconnu met en jeu une réponse destructrice de l'agresseur, lente lors du premier contact, plus rapide et plus efficace lors d'un contact ultérieur et cela, grâce à l'établissement d'une mémoire dite immunitaire qui durera tout au long de la vie de l'individu. Ce système est donc doué de propriétés d'apprentissage et de mémoire, dont est dépourvu le système immunitaire inné. Ces deux propriétés qui amplifient et améliorent la réponse au cours du temps, ont conduit à assigner le terme adaptatif à ce système de défense. La pression de sélection qui a conduit au cours de l'évolution à associer au système immunitaire inné
le système immunitaire adaptatif reste mystérieuse. La modification rapide sur quelques millions d'années de l'environnement, notamment du nombre, et donc de la diversité des agents microbiens, est une première hypothèse. La plasticité de l'univers microbien en est une autre qui réclame pour maintenir la survie des espèces une réponse adaptée de la part de leur système de défense, c'est-à-dire douée elle aussi d'une grande plasticité. La mutation des virus donne un bon exemple de la plasticité microbienne. Schématiquement, les virus sont constitués d'acides nucléiques, ADN ou ARN porteurs de l'information génétique, enfermés dans une enveloppe protéique. Les virus, pour échapper aux mécanismes de défense du système immunitaire inné, mutent, modifient leur équipement moléculaire et adoptent ainsi des formes nouvelles non reconnues par les cellules. Les mutations des virus surviennent au cours de leur cycle de reproduction. Les cycles de reproduction des virus sont rapides et donc les mutations fréquentes. Face à la diversification rapide des virus et au-delà de l'univers infectieux, les espèces appartenant aux invertébrés doivent mettre en place une réponse adaptée, ce que permet la sélection progressive au cours du temps des individus résistants. Leur cycle reproductif étant beaucoup plus long que celui des virus, ces espèces ne peuvent modifier sur un tel rythme les gènes codants pour les molécules équipant leur système de défense et se trouvent ainsi fragilisées. Le système immunitaire adaptatif qui vient donc chez les vertébrés s'associer au système immunitaire inné, peut répondre à la diversité et la plasticité de l'environnement infectieux en construisant chez un individu une collection illimitée de récepteurs non pas à partir d'un seul gène, mais de plusieurs gènes que chaque cellule du système assemble elle-même et différemment. Quelles que soient les causes de l'émergence du système immunitaire adaptatif, ce sont ces extraordinaires caractéristiques de fonctionnement et d'organisation, c'est-à-dire la capacité de générer une collection illimitée de récepteurs cellulaires et une mémoire de tout contact de ces récepteurs avec l'environnement microbien qui, en collaboration avec le système immunitaire inné, assure la protection des vertébrés dont les mammifères et l'homme. Ce sont aussi paradoxalement ces mêmes caractéristiques qui sont à l'origine des maladies auto-immunes, caractérisées par la survenue de lésions des organes directement induites par des cellules du système immunitaire adaptatif dont les récepteurs sont spécifiques des constituants de l'organisme. La responsabilité du système immunitaire adaptatif dans la survenue des maladies auto-immunes est évidente dès lors que ces maladies ne sont pas observées chez les espèces équipées uniquement d'un système immunitaire inné, les invertébrés. En d'autres termes, la capacité qu'a le système immunitaire adaptatif de générer une collection illimitée de récepteurs et donc de reconnaître toute structure qui lui est présentée et d'en conserver la mémoire tout au long de la vie de l'individu, le transforme en un Janus à deux faces. Tourné vers l'extérieur et ses agresseurs, ce système est un puissant protecteur. Tourné vers l'intérieur et ses propres constituants, il devient destructeur. Le système immunitaire inné, un modèle d'étude, la mouche du vinaigre. Le système immunitaire de défense des invertébrés partage avec celui des vertébrés des caractéristiques communes. Nous prendrons donc pour décrire ce système le modèle de la drosophile, Drosophila melanogaster, encore appelée mouche du vinaigre, particulièrement prisée des biologistes, dont l'étude a permis récemment de grandes percées conceptuelles dans la compréhension du fonctionnement de l'immunité innée. Nous entrons avec la drosophile dans le bestiaire des immunologistes dont la diversité se limite, nous le verrons, à quelques espèces mais qui sont la source d'informations innombrables. L'extrapolation de leur système immunitaire à l'homme ne peut cependant être systématique. Chez la mouche du vinaigre, les cellules impliquées dans la défense de l'organisme sont les cellules phagocytaires, c'est-à-dire des cellules spécialisées dans l'ingestion et la digestion des agents pathogènes qui circulent dans l'hémolymphe, l'équivalent du courant sanguin. Ces cellules phagocytaires sont bien connues des immunologistes, puisqu'elles ont été mises en évidence chez l'étoile de mer à la fin du XIXe siècle par un biologiste russe travaillant à l'Institut Pasteur, Elie Metchnikov, 1845 à 1916. Pour cette importante découverte qui attribue pour la première fois au système de défense et donc à l'immunité un support cellulaire, ce chercheur a reçu en 1908 le prix Nobel de médecine. Les cellules phagocytaires ont d'abord une fonction de sentinelle. Elles surveillent et palpent leur environnement immédiat, grâce à un jeu de molécules localisées à leur surface et ainsi détectent la présence des agents pathogènes.
Ces molécules sont des récepteurs capables de recevoir un signal extérieur, en l'occurrence de reconnaître et de se fixer à des éléments constitutifs des agents pathogènes, et de le transmettre à la cellule qui modifie ses fonctions. L'identification chez la mouche drosophile de ces récepteurs de l'immunité innée revient à Jules Hoffmann, un chercheur strasbourgeois spécialiste du système de défense des insectes et notamment des mécanismes de synthèse de peptides antimicrobiens. Jules Hoffmann s'appuie sur les travaux d'une chercheuse allemande qui avait démontré au début des années 1990 que chez l'embryon de la drosophile, le régulateur de l'orientation dorso-ventrale était dépendant de l'activation d'un récepteur exprimé par les cellules embryonnaires qu'elle appelle Toll, ce qui signifie génial en allemand et traduit l'enthousiasme de l'observatrice devant ces résultats. L'introduction d'une mutation dans Toll chez l'embryon entraîne un positionnement aberrant des ailes, ventrales au lieu de dorsales. Jules Hoffmann est alors frappé par une forte similarité entre certaines molécules de la cellule mises en jeu par l'activation de Toll au cours de la vie embryonnaire de la drosophile et celles mises en jeu au cours de la réponse inflammatoire des mammifères. Cette observation l'invite à déterminer si chez la mouche adulte, Toll est aussi impliqué dans la production de peptides antimicrobiens et donc dans l'immunité innée. Pour cela, Jules Hoffmann induit des mutations de Toll non plus chez l'embryon mais chez la mouche adulte et en analyse les conséquences sur la réponse antimicrobienne. Les résultats observés confirment son intuition. Les mouches porteuses d'une telle mutation développent des infections bactériennes et à champignons en raison de leur incapacité de synthétiser des peptides antimicrobiens. Toll est donc un récepteur qui a deux fonctions. Chez l'embryon, il est impliqué dans le développement et chez l'adulte dans la mise en jeu de l'immunité innée. L'expérience et les résultats de Jules Hoffmann sont publiés en 1996 et ouvrent un champ d'investigation nouveau en immunologie, puisqu'ils décrivent les premiers récepteurs et molécules de signalisation qui équipent les cellules de l'immunité innée, exercent la fonction de palpateur de l'environnement et d'initiateur d'une réaction immédiate de défense. Les mécanismes de défense des invertébrés sont conservés chez les vertébrés. Ces résultats obtenus chez un invertébré, la drosophile, alertent immédiatement les immunologistes travaillant sur l'immunité innée chez l'homme, notamment Charles Janouet, 1943 à 2003, professeur d'immunologie à l'université de Yale et chercheur de l'Institut médical Howard Hughes et son collaborateur Ruslan Medzitov. Charles Janouet dès 1989, dans une monographie qui avait marqué les esprits, avait anticipé de façon intuitive l'existence de récepteurs de l'immunité innée capables de reconnaître des éléments constitutifs des micro-organismes. En 1997, ces chercheurs identifient un homologue humain du récepteur Toll de la drosophile dont ils étudient la fonction. Il s'agit d'un palpateur des motifs moléculaires, porté par des bactéries responsables parfois de graves infections chez l'homme, et dont l'activation conduit à la mise en jeu de la réponse inflammatoire. Ce premier récepteur n'est que le premier membre d'une famille de 10 récepteurs exprimés chez l'homme qui seront dénommés Toll-like, chacun doté de la capacité de reconnaître des motifs moléculaires variés de bactéries, de virus, de parasites ou de champignons. Ils sont pour la plupart exprimés à la membrane des cellules de l'immunité innée. Membres d'une même famille, leur structure et leur organisation sont proches, figure 1. Une partie de la molécule forme une protrusion à l'extérieur de la cellule, une autre s'ancre dans la membrane, une autre enfin plonge dans la cellule formant le domaine intracellulaire. La forme du domaine extracellulaire permet à la molécule d'interagir par contact avec des motifs moléculaires exprimés par des agents pathogènes. Certains motifs moléculaires sont partagés par les bactéries, d'autres par les virus, d'autres enfin par les champignons. Figure 1. Récepteur. Un récepteur localisé dans la membrane externe de la cellule est un passeur de signal entre le monde extérieur et le monde intérieur de la cellule. Grâce à sa partie extracellulaire, le récepteur reconnaît et se fixe à ses ligands, hormones, cytokines ou antigènes. La fixation du ligand induit une modification de la conformation du récepteur au niveau de sa partie intracellulaire, ce qui déclenche un signal et active une voie de signalisation. Le fait essentiel est que les motifs moléculaires reconnus par ces récepteurs ne sont pas exprimés par l'individu et constituent donc un signal d'invasion par un organisme étranger. Ce signal danger,
issu du contact récepteur-motif moléculaire est transmis à l'intérieur de la cellule par le domaine intracellulaire, puis est relayé jusqu'au noyau grâce à une série d'interactions et de transformations successives de molécules distribuées le long d'une voie dite de signalisation, figure 2. L'étape ultime est l'activation de certains gènes, ce qui déclenche la synthèse de nouvelles molécules comme les peptides antimicrobiens et l'acquisition de nouvelles fonctions par la cellule comme la phagocytose, c'est-à-dire l'ingestion du microbe. Ces fonctions sont dites effectrices, puisqu'elles contribuent à la destruction et l'élimination de l'agresseur. Figure 2. Voie de signalisation intracellulaire. Après fixation de son ligand, le récepteur délivre un signal qui emprunte une voie de signalisation faite d'un ensemble de protéines relais A, B, C et D qui s'activent par étapes successives aboutissant à la libération de facteurs dits de transcription. Ceux-ci, en se fixant sur des séquences d'ADN du noyau, induisent l'activation de certains gènes et la réponse biologique de la cellule au signal reçu. Les récepteurs du système de l'immunité innée distinguent le soi du non-soi. Il apparaît à la lumière de la description des mécanismes de fonctionnement des récepteurs de l'immunité innée, que ceux-ci sont dotés d'une propriété essentielle, celle de distinguer les motifs moléculaires biochimiques présents sur les agents infectieux de ceux exprimés par l'organisme de l'individu et cela par le procédé suivant. La reconnaissance du monde infectieux se fait sur des marques, les motifs moléculaires, et la reconnaissance des structures de son propre organisme sur l'absence de ces marques. Ces récepteurs ont donc la capacité de différencier ce qui est étranger de ce qui appartient à l'organisme que désormais nous appellerons, pour adopter le vocabulaire des immunologistes, respectivement le non-soi et le soi. Cette notion de soi et de non-soi est un concept fondamental de l'immunologie, forgé vers le milieu du XXe siècle. Ce concept déjà adopté par les psychologues et les philosophes pour désigner l'être profond et sa conscience, désormais concerne aussi l'identité biologique d'un individu et sa personnalité physique. Nous en reparlerons plus loin. Caractéristiques du système immunitaire inné. Les caractéristiques de fonctionnement du système immunitaire inné doivent être une fois encore soulignées, car elles s'opposent à celles du système immunitaire adaptatif. Les récepteurs de l'immunité innée sont portés par un très grand nombre de cellules de catégories diverses, qui partagent ainsi un même équipement moléculaire. C'est donc l'ensemble des cellules porteuses du récepteur interagissant avec le motif moléculaire de l'agent infectieux, qui seront sollicitées lorsqu'ils pénètrent dans l'organisme. La liaison du récepteur Toll-like au motif moléculaire étranger induit en outre non pas une multiplication de la cellule porteuse de ces récepteurs mais son activation. Une fois l'agresseur éliminé, la cellule meurt ou revient à l'état de repos. Dans tous les cas, l'organisme ne conserve pas le souvenir du contact avec cet agresseur. Il n'y a donc ici ni apprentissage ni mémoire. Enfin, les récepteurs de l'immunité innée qui sont des protéines, sont codés par des gènes dits en configuration germinale, c'est-à-dire par des séquences linéaires et contiguës sur les brins d'ADN d'origine paternelle et maternelle. Cette immunité est bien innée, parce que la cellule la porte en naissant. Ce système assure donc à lui seul la défense des invertébrés vis-à-vis de l'agression de l'univers infectieux, avec des variations d'un embranchement à un autre et au sein d'un embranchement d'une espèce à une autre. On remarquera que c'est un spécialiste de la recherche sur les mécanismes de défense de la mouche du vinaigre que certains pourraient considérer comme exotiques, qui ouvre des voies d'exploration nouvelles dont les retombées vont bouleverser l'immunologie et de nombreuses autres disciplines. Les voies de la découverte empruntent souvent des chemins très périphériques. Le système immunitaire adaptatif apparaît au cours de l'évolution, après le système immunitaire inné. Le système immunitaire inné a été cependant doublé d'un système immunitaire dit adaptatif, chez certaines espèces apparues il y a 500 millions d'années. Nous sommes au Cambrien. La vie animale est exclusivement marine cantonnée au grand fond. Les espèces sont celles recensées sous forme d'empreintes fossiles de petite taille par les paléontologues. Dans les sédiments datant de 530 millions d'années, par exemple en Chine du Sud dans la province du Yunnan, ont été identifiés, à côté des ancêtres des invertébrés, des poissons aux formes excentriques dépourvus d'os, sans mâchoire, sans dents et sans nageoire paire. Leur squelette est cartilagineux.
Ce sont les premiers vertébrés. Le seul survivant de ces poissons sans mâchoire, agnathe, est la lamproie qui appartient ainsi au taxon des vertébrés les plus anciens. Ce témoin vivant des temps cambriens permet l'analyse des caractéristiques cellulaires et moléculaires de son système immunitaire et de les comparer à celles du système immunitaire des espèces émergeant après la divergence des poissons agnathes. Cette divergence est contemporaine de l'explosion du nombre des espèces et se fait sur une période de temps très courte à l'échelle géologique, 40 millions d'années. Elle fait apparaître des poissons qui vivent dans des mers peu profondes et volontiers à l'embouchure des fleuves, qui se dotent progressivement d'un squelette minéralisé, d'abord cartilagineux puis osseux, s'équipent de nageoires paires puis de mâchoires et de dents. Bien qu'il n'y ait pas aujourd'hui de représentants vivants des premières espèces de poissons à mâchoire, le requin et la raie en constituent les descendants les plus proches. Ainsi, l'analyse et la comparaison du système immunitaire des invertébrés, des premiers vertébrés, poissons agnathes comme la lamproie, des vertébrés plus récents comme les poissons à mâchoire, requins, et enfin de mammifères, souris et des primates, hommes, permettent de démontrer que ce sont les premiers vertébrés c'est-à-dire les poissons cartilagineux sans mâchoire comme la lamproie, et les poissons cartilagineux avec mâchoire comme les requins, qui se dotent des mécanismes génétiques et des équipements moléculaires permettant la formation du système immunitaire adaptatif ayant des caractéristiques de fonctionnement. Il faut insister sur ce point, fondamentalement différente de celle du système immunitaire inné. 3 événements biologiques présidant à la formation du système immunitaire adaptatif. C'est au cours des 30 à 40 millions d'années qui ont vu l'explosion des espèces du Cambrien, que la survenue de 3 événements biologiques a permis aux vertébrés d'associer au système de défense des invertébrés un nouveau système de défense dit adaptatif dont les gènes et les voies de signalisation sont conservés des requins jusqu'aux humains. Le premier événement est caractérisé par la présence de cellules appelées lymphocytes, unités cellulaires du système immunitaire adaptatif. La période exacte à laquelle les lymphocytes apparaissent au cours de l'évolution reste imprécise. On sait cependant que ces cellules ou des cellules comparables n'ont jamais été mises en évidence chez les invertébrés. En revanche, des cellules lymphocytaires sont présentes chez la lamproie et la myxine, un animal aquatique anguilliforme. Ces observations suggèrent que les lymphocytes ont émergé à partir d'un ancêtre commun aux vertébrés, qui reste cependant inconnu. Le deuxième événement concerne l'ADN et consiste en la survenue de duplication, c'est-à-dire de dédoublement, d'un segment génétique ancestral unique fait d'une séquence d'ADN codant pour une protéine sans doute impliquée dans une fonction primitive de défense comme l'indique la présence de séquences proches chez les éponges. Ce segment génétique que nous appellerons séquence V s'est dupliqué plusieurs fois aboutissant à la présence le long du brin d'ADN d'un ensemble de 100 segments V qui se succèdent comme les perles sur leur fil et dont les séquences initialement identiques se sont progressivement diversifiées par mutation. Figure 3. Figure 3. Diversité des segments génétiques codant pour le récepteur pour l'antigène des lymphocytes B. Un segment génétique V1 présent chez un ancêtre lointain s'est dupliqué au cours de l'évolution. Les séquences des bases de l'un des 2 segments V2 est modifiée par mutation, changement d'une base A. L'ensemble des 2 segments V1-V2 se duplique à nouveau et chacun des segments obtenus V3 et V4 peut être le siège de nouvelles mutations, G et C. La répétition du phénomène de duplication-mutation conduit ainsi à la constitution d'une collection de gènes, V1 à V8, de séquences proches mais cependant différentes qui se succèdent le long du chromosome. Chez l'homme, une centaine de segments génétiques V, une trentaine de segments D et 4 gènes J ont ainsi été créés. Ainsi aboutit-on à la constitution d'un réservoir de 100 segments génétiques différents. Ce processus de duplication a intéressé sur le même brin d'ADN et en aval de ce premier ensemble, 2 autres séquences conduisant à la constitution de 2 autres ensembles, l'un riche de 30 segments génétiques, D, et l'autre de 4, J, figure 4. Figure 4. Mécanisme de réarrangement de l'ADN dans les lymphocytes. Toutes les cellules de l'organisme ont le même patrimoine génétique et contiennent les segments génétiques codant pour le récepteur de l'antigène. Mais seuls les lymphocytes B jeunes et immatures présents dans la moelle osseuse sont capables de produire les recombinases. Ces enzymes sont des ciseaux qui coupent l'ADN au voisinage des segments génétiques V, D et J et réarrangent l'ADN.
Dans la figure, les recombinases, symbolisées par les accolades, coupent l'ADN entre un segment D et un segment J puis entre un segment V et les segments DJ, ce qui permet d'accoler le segment D4 au segment J2 et le segment V5 au segment D4J2. Ainsi est créé un gène nouveau sur le chromosome formé par l'assemblage VDJ. Ce réarrangement de l'ADN est propre à ce lymphocyte, qui acquiert donc au cours de sa maturation un programme génétique unique différent de celui acquis par chacun des autres lymphocytes B. Le troisième événement est l'introduction dans le génome des vertébrés d'une nouvelle information génétique, il y a 400 millions d'années. Cette information génétique est constituée d'un gène, très vraisemblablement oublié, par une bactérie ayant infecté un individu. Ce gène code pour un enzyme qui, sélectivement exprimé dans les cellules du système immunitaire primitif, interagit avec l'ADN pour construire à partir des séquences V, D et J issues du phénomène de duplication décrit dans le paragraphe précédent, une infinité de gènes et donc une infinité de récepteurs capables de reconnaître tous les éléments de l'univers antigénique. On appelle cette enzyme recombinase. C'est en ayant connaissance de ces trois éléments, les lymphocytes, les trois ensembles de segments génétiques et l'activité enzymatique de recombinaison de l'ADN, que la description de la formation du système immunitaire adaptatif peut être abordée. Reprenons donc. Le système immunitaire adaptatif est constitué de cellules spécialisées appelées lymphocytes qui naissent dans la moelle osseuse à partir d'une cellule souche. Les lymphocytes issus de la cellule souche sont des cellules jeunes, immatures qui n'ont encore ni fonction ni compétence. Celle-ci s'acquiert au cours de la maturation et d'une éducation de la cellule, qui lui permet de se doter des outils et des équipements moléculaires à l'origine de ses fonctions. L'une d'entre elles, essentielle, est la reconnaissance des structures présentes dans l'environnement de la cellule. Cette fonction s'exerce grâce à un récepteur acquis pendant les premières étapes de maturation. Comment s'acquiert ce récepteur ? Le lymphocyte immature reçoit un signal qui, transmis au noyau, active sur l'ADN le gène des recombinases qui sont alors synthétisées par la cellule. Les recombinases se fixent sur l'ADN du lymphocyte au niveau des segments génétiques V, D et J, et construisent un nouveau gène en mettant bout à bout trois segments génétiques V, D et J. Figure 4, chacun issu de l'un des trois ensembles de gènes V, D et J, chacun des 100 segments V pouvant S', associés à chacun des 30 segments D et à chacun des 4 segments J. La diversité des combinaisons est donc de 100x30x4, soit 12 000. Cette diversité est encore enrichie par d'autres mécanismes, qu'il serait trop long de décrire ici, qui augmentent d'un facteur 10 la diversité. 120 000 combinaisons génétiques différentes sont ainsi générées permettant la synthèse d'un nombre équivalent de chaînes protéiques que nous appellerons HOR. Le récepteur pour l'antigène des lymphocytes est constitué de 2 chaînes protéiques. Le deuxième chaîne est elle aussi le produit d'un même mécanisme génétique de diversité ne permettant cependant que la synthèse de 5000 chaînes différentes s'appelée L. Chacune des 120 000 chaînes H peut S', associée à chacune des chaînes L, ce qui permet théoriquement la synthèse de 120 000 x 5000, soit 600 millions de variétés de récepteurs. Chaque lymphocyte réarrange l'ADN de façon définitive, et acquiert donc au cours de sa maturation un programme génétique unique qui lui est spécifique. Un lymphocyte, un programme génétique unique, une seule variété de récepteurs pour l'antigène. Ce programme génétique nouveau acquis pendant sa maturation permet au lymphocyte de synthétiser et d'exprimer à sa surface une seule variété de récepteurs capables de reconnaître une seule des formes adoptées par les structures d'origine virale, bactérienne ou parasitaire qui pourraient se présenter dans l'environnement de la cellule. Ainsi, à chaque récepteur et donc à chaque lymphocyte correspond une seule structure de l'environnement. Comme il existe environ 1012 lymphocytes, l'ensemble des récepteurs constitue un vaste répertoire théoriquement illimité, établi par anticipation, avant tout contact avec les agents de l'environnement et capable d'être confronté, c'est-à-dire de reconnaître toute structure qui lui est présentée. L'identification et la description de cet extraordinaire mécanisme de recombinaison génétique, à l'origine de la génération de 1010 récepteurs et donc de 1010 protéines différentes chez des organismes dotés seulement d'un nombre limité de gènes, 23 000 dans l'espèce humaine, ont été réalisés entre 1976 et 1984 et ont valu à Susumu Tonegawa, 1939,
un chercheur américain d'origine japonaise travaillant à l'Institut de Bâle en Suisse puis à l'Institut technologique du Massachusetts, le prix Nobel de médecine en 1994. Les organes périphériques du système immunitaire adaptatif, sentinelles de chaque territoire de l'organisme. La cellule lymphocytaire dotée de son nouveau programme génétique est désormais porteuse des récepteurs de reconnaissance de l'environnement. Mature et éduquée, elle quitte alors la moelle osseuse, son lieu de formation, pour gagner les organes lymphoïdes localisés dans différents territoires de l'organisme que sont les ganglions, au nombre de 300, la rate, les muqueuses digestives, respiratoires et génitales. La production de lymphocytes est permanente. 10 millions de lymphocytes quittent la moelle osseuse quotidiennement, chacun avec son propre programme génétique. Réunis, ces organes lymphoïdes, riches de 1012 lymphocytes, auraient le volume d'un organe comme le foie. Ils ne constituent cependant pas pour autant des territoires indépendants, car ils sont reliés entre eux par un vaste réseau de canaux que le lymphocyte emprunte pour circuler et changer de territoire jusqu'à ce qu'il rencontre la structure dont ses récepteurs sont spécifiques. La rencontre entre les structures portées par exemple par un virus que nous appellerons X, et les lymphocytes porteurs des récepteurs chacun spécifiques d'une de ces structures se fait dans les organes lymphoïdes secondaires, c'est-à-dire les ganglions, la rate ou les territoires associés aux muqueuses. Les bactéries, les virus et leurs éléments constitutifs y sont soit directement transportés par le courant lymphatique qui draine le territoire où l'agent pathogène a pénétré, soit véhiculés par des cellules de l'immunité innée appelées cellules dendritiques qui ont été activées grâce à leurs récepteurs Toll-like. Les structures portées par les agents pathogènes sont alors reconnues par les lymphocytes porteurs des récepteurs de chaque structure, et présents par exemple dans le ganglion drainant. Nous appellerons désormais toute structure reconnue par un récepteur lymphocytaire, un antigène. À chaque antigène correspond donc un seul récepteur. L'antigène ne fait donc que sélectionner le lymphocyte porteur des récepteurs qui lui sont spécifiques parmi les 1012 lymphocytes du répertoire. La liaison de l'antigène aux récepteurs exprimés par un lymphocyte déclenche un premier signal d'activation. Lorsqu'un deuxième signal est délivré de façon simultanée à ce lymphocyte par une autre variété de lymphocytes, il se divise et donne naissance à un ensemble de cellules toutes dotées du même programme génétique qui forment un clone. Parallèlement à leur division, ces cellules se transforment pour devenir de véritables usines de production, synthétisant à une cadence élevée leur... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.